Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Chapitre 1. Tampa, Floride. Jeudi 8h50. 20 janvier 2000. La balle qui a tué le général Andrews est la même qui a transpercé mon cœur, bien que nous étions à 50 km l'un de l'autre quand c'est arrivé, et qu'aucun sang n'ait imbibé ma poitrine. Les dégâts étaient permanents, même s'ils n'étaient pas immédiatement visibles. Le nouveau millénaire commençait de façon désastreuse. Ce jeudi matin, 2 jours avant la mort d'Andrews, portait la promesse bénie d'un retour à la normale. Je m'étais replongé dans ma routine de bureau, mais j'étais entièrement préoccupé par la couverture télévisée de l'événement national le plus important depuis la guerre. Les auditions de confirmation du Sénat pour le candidat à la Cour suprême des États-Unis, le général Albert Randall Andrews. Une fois les auditions terminées ce matin, je supposais naïvement que mon mari se transformerait comme par magie, en l'homme que j'avais aimé, et que j'avais en quelque sorte perdu. Après 17 ans de mariage, une autre femme aurait été plus facile à gérer pour moi que la dévotion passionnée de George pour le bien commun, travaillant à faire échouer la nomination d'Andrews. Assise à mon bureau abîmé dans mes horribles bureaux décorés du vieux palais de justice fédéral de Tampa, j'essayais de me concentrer sur les projets d'ordonnance qui avaient été préparés par mes greffiers, et apparaissaient sur mon bureau avec la régularité du lever quotidien du soleil. Je signais les ordonnances, encore et encore, les déplaçant méthodiquement vers ma corbeille de sortie sur le devant de mon bureau où ma secrétaire les ramasserait. Comme les autres juges du tribunal de district des États-Unis ici, dans la division de Tampa du district moyen de Floride, j'avais une quantité de travail sans fin qui menaçait de m'enterrer bien avant que j'aie la chance de mourir de mort naturelle. Déjà, la charge de travail me faisait me sentir beaucoup plus âgé que les 39 ans indiqués sur mon permis de conduire. Quelles que soient les méthodes de gestion du temps que j'essayais, je ne semblais jamais prendre de l'avance. J'apercevais rarement la surface scarifiée du vieux bureau en acajou, que j'avais hérité du petit Napoléon qui avait occupé ce bureau avant moi. J'ai lu le projet d'ordonnance devant moi. Le privilège marital est un terme juridique qui signifie qu'un conjoint ne peut être contraint de révéler les communications confidentielles de l'autre conjoint. Le privilège marital était un concept qui ne s'appliquait pas à moi à ce moment-là, parce que mon mari, George, et moi ne communiquions pas du tout. Par exemple, je n'avais aucune idée d'où il se trouvait ce matin-là. Je savais que je ne pouvais pas le joindre très facilement par téléphone, parce que j'avais déjà essayé. George était obsédé par le général Andrews et ses auditions de confirmation, et j'étais consumé par le désir que tout ce processus aille droit en enfer et laisse mon mariage et moi tranquilles. Wilhelmina Carson, ai-je écrit, en appuyant si fort avec le stylo qu'un trou est apparu sur le point du i. J'ai placé l'ordonnance signée au sommet de la pile sortante. Pas depuis la nomination de Clarence Thomas à la Cour suprême en 1991, il n'y a eu un tel déploiement public d'indignation face au choix d'un président, a déclaré l'analyste de télévision. Depuis que le général Albert Randall Andrews, autrefois l'officier de l'armée le plus haut gradé de Tampa, a été nommé pour rejoindre Thomas sur le banc, le pays est resté dans un état d'indignation face à ses positions politiques et idéologiques offensantes sur diverses questions. Cette hyperbole a fait naître un sourire sur mes lèvres, qui n'a pas allégé mon cœur. Je trouvais difficile à croire que quiconque prenait la nomination d'Andrews au sérieux. Andrews était un voyou. À mon avis, c'était un candidat si peu convenable, qu'il n'aurait jamais dû être nommé en premier lieu. Andrews était plus obstinément opiniâtre qu'un présentateur d'émissions débat sur le câble, et 2 fois plus vocal à ce sujet. Il n'y avait aucune chance qu'il puisse jamais faire la seule chose requise par le poste, rester impartial et considérer chaque cas individuellement tel qu'il lui était présenté. Une fois nommé, Andrews aurait dû être sommairement rejeté. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé. L'analyste a continué à lire son texte préparé. Aujourd'hui, la foule à l'extérieur du Capitole ici à Washington, D.C. est plus nombreuse que durant les premiers jours des auditions. Je me sentais désolé pour les manifestants. Ce n'est pas facile d'avoir le courage de ses convictions,
après être resté dehors pendant 9 jours sous des averses glacées de janvier. Au début de la marche, les manifestants étaient bien organisés, avec les défenseurs du droit à la vie à gauche, les homosexuels et les lesbiennes à droite, et le groupe antimilitariste au centre, s'étendant vers l'arrière. Aujourd'hui, les factions se mélangeaient en une seule masse recroquevillée. Une pluie glacée trempait les pancartes faites maison qu'ils portaient. L'encre bleue des marqueurs coulait sur leurs têtes, leur donnant un air encore plus abattu. Beaucoup se blottissaient près des feux, dans de vieux barils pour capter un peu de chaleur. Même le commentateur frissonnait, tandis que l'eau glacée goûtait de son parapluie dans le froid. J'ai frissonné aussi, me rappelant trop bien ce que c'était que d'être frigorifié jusqu'aux os par le froid mordant de janvier. C'était un souvenir viscéral, qui ne serait peut-être jamais effacé par la chaleur de l'état du soleil. J'ai jeté un coup d'œil par ma fenêtre, et j'ai vu un ciel bleu clair, des palmiers et 2 sans-abri de l'autre côté de la rue portant des t-shirts à manches courtes, partageant une cigarette. Il pleut si rarement ici en janvier, que je laisse la capote de ma voiture baissée pendant des semaines d'affilée. Le contraste entre mon monde et celui que je voyais à la télévision ne pouvait pas être plus complet. C'était au moins un fait qui me réjouissait. Dans la capitale nationale, malgré le temps horrible, les manifestants étaient venus et avaient attendu, et chaque jour leur nombre avait augmenté. Ils scandaient, manifestaient, chantaient. J'ai secoué la tête et passé mes doigts dans mes courts cheveux auburn, les faisant se dresser sur le dessus. La futilité de leur lutte m'aurait persuadé d'abandonner bien avant maintenant. J'admirais leur détermination. J'aimais à penser que j'avais eu ça autrefois. Quand j'étais jeune et idéaliste. Plus maintenant. Faire ce que ces manifestants faisaient, ce que mon mari avait fait, nécessitait le genre de conviction que je ne possédais plus. Avant d'être nommé au tribunal, j'ai pratiqué le droit assez longtemps pour apprendre qu'il y a toujours trop de facettes à chaque histoire. Je ne croyais plus aux noirs solides et aux blancs immaculés, aux vérités évidentes et aux torts indiscutables. En politique, la question a toujours été « Qu'as-tu fait pour moi récemment ?» Le général Andrews était probablement en train de l'apprendre maintenant. Ça devait être une dure leçon pour un héros de guerre populaire. Pendant près d'1 heure, les commentateurs de télévision avaient ressassé tout le déroulement des auditions et les prédictions sur le résultat, qui allaient des promesses de victoire complète à une défaite dévastatrice pour les 2 camps. Que le candidat soit confirmé était alternativement craint ou acclamé, selon le point de vue de l'orateur. Ma patience avait été étirée jusqu'au point de rupture par ces semaines de querelles. J'en avais par-dessus la tête des analyses et des conjectures constantes. Je voulais que l'affaire se termine. Confirmer la nomination d'Andrews ou pas, mais finissez cette fichue histoire. Juste avant 9 heures, la limousine du candidat à la Cour suprême s'est arrêtée au bord du trottoir. Le personnel de la police du Capitole chargé d'assurer sa sécurité a entouré la voiture, et la portière côté passager s'est ouverte. J'ai levé les yeux de mon travail, pour voir le premier homme sortir de la voiture. C'était le secrétaire personnel d'Andrews, Craig Hamilton, un petit homme agréable presque 30 cm plus petit que moi, que j'avais rencontré plusieurs fois au cours des dernières années. Comme il se redressait et atteignait sa pleine hauteur de 1,50 m, il a regardé autour de lui la foule. Pendant juste une seconde, j'ai cru voir quelque chose comme un choc sur son visage alors qu'il faisait face à la foule en colère qui scandait. J'ai pensé à nouveau à Andrews. Pourquoi il se soumettait, lui et sa famille, à ces abus était un mystère complet pour moi. Pour quel genre d'homme la promesse du pouvoir était-elle si séduisante, qu'il lutterait contre des étrangers hostiles pour l'atteindre? Hamilton a tendu la main pour accepter un parapluie noir ouvert offert par l'un des officiers debout à sa droite, pendant que je regardais, attendant impatiemment que la vraie histoire commence. Quand Craig Hamilton s'est mis de côté pour laisser Andrews, le candidat, sortir de la voiture, j'ai baissé les yeux vers mon travail. J'ai entendu un fort et rapide pop, pop, pop au-dessus du bruit de la foule qui scandait. J'ai relevé brusquement la tête pour voir Craig Hamilton s'effondrer au sol. Il a été rapidement entouré par des policiers. Et un chaos complet a suivi instantanément. Mon estomac s'est retourné d'impuissance horrifiée,
tandis que j'ai attrapé la télécommande pour augmenter le volume de la télé. Mon autre main a volé vers le téléphone pour appeler George, mais s'est retirée tout aussi rapidement, comme si le combiné était brûlant au toucher. George ne répondrait pas à son téléphone portable. Il serait debout, se précipitant pour aider Craig Hamilton de toutes les façons possibles. J'espérais que George n'était pas à Washington, D.C. en ce moment, mais où qu'il soit, mon anxiété me disait qu'il était impliqué. Les cris ont attiré ma secrétaire, Margaret, dans mon bureau. « Willa, qu'est-ce qui ne va pas ?» a-t-elle demandé en se précipitant vers moi. Elle a posé sa main sur mon épaule, et m'a regardé directement dans le visage. J'ai réalisé que les cris qui l'avaient attiré étaient les miens. J'ai fermé la bouche et tapota sa main. J'ai fait un signe de tête vers le téléviseur. Margaret a regardé avec moi, tandis que nous avons vu des corps tomber partout. Je n'ai entendu plus de coups de feu, mais ils auraient pu être tirés. Tout comme Jack Ruby, a chuchoté Margaret, faisant référence à l'homme qui a abattu Lee Harvey Oswald, juste devant Dieu et tout le monde, à la télévision après l'assassinat du président John F. Kennedy. Les Américains ont une longue histoire de tentatives de résolution des problèmes politiques avec des armes à feu. Les présidents Lincoln, Kennedy, Ford et Reagan, entre autres, avaient tous été la cible de tentatives d'assassinat. Étant plus jeune que Margaret de 30 ans, mes pensées ont sauté à la tentative d'assassinat du président Ronald Reagan. La pensée qui a jailli sans invitation dans mon esprit et s'est envolée de ma bouche était « tout comme Jim Brady ». Comme Jim Brady, Craig Hamilton était sur le chemin entre le tueur et sa cible. Je me suis déplacé vers l'un des vilains fauteuils verts pour clients sur le devant de mon bureau, où j'aurais une meilleure vue du petit écran. Margaret est restée debout. Nos regards étaient maintenant rivés au téléviseur, alors que la petite image se divisait en 3 sections. Un commentateur était présenté dans une petite boîte, en haut de l'écran. Une autre petite boîte reflétait les événements en temps réel. Sur le reste de l'écran, une caméra de rediffusion balayait les premières lignes de la foule. Involontairement, j'ai aspiré rapidement quand la caméra a repéré un homme avec une arme se frayant un chemin jusqu'au trottoir, vers la limousine en attente. La rediffusion instantanée a montré Craig Hamilton sortir de la voiture. J'ai regardé avec une fascination horrifiée le tireur lever ses bras en tenant un fusil de chasse. Le fusil a reculé 3 fois, tandis que le tireur tirait les 3 coups qui ont frappé la poitrine d'Hamilton. Regarder ne ressemblait en rien au visionnage d'un film hollywoodien. C'était trop vivant, trop proche de la réalité. En tant que juge et épouse d'un membre influent du Parti républicain, je suis habituée à voir des gens que je connais à la télévision. Mais voir des amis et des collègues se faire tirer dessus et être piégés dans une voiture par une foule en colère était surréaliste, une scène familière grotesquement transformée. Quand nous avons vu le tireur maîtrisé au sol et emmené menotté en quelques secondes, Margaret a dit « Dieu merci ». L'image est revenue aux événements en cours. Nous avons regardé Craig Hamilton être rapidement placé sur une civière et déplacé vers un hélicoptère en attente. « Faites qu'il porte un gilet », ai-je murmuré. Le tempérament célèbre du général Andrews le ferait vouloir sortir de cette voiture et battre le tireur jusqu'au sang. Apparemment, ses assistants savaient mieux que de le laisser faire ça. Donc lui et sa femme sont restés à l'intérieur de la limousine, jusqu'à ce que les renforts de la police du Capitole marchent dans la rue, jusqu'à la voiture et entourent les portières des passagers. Nous avons vu d'innombrables rediffusions de la fusillade, ostensiblement pour les téléspectateurs qui venaient de se brancher. Après un moment, le souffle coupé que j'avais ressenti quand Craig Hamilton est tombé a commencé à s'estomper. « Vont-ils s'arrêter pour aujourd'hui ?» m'a demandé Margaret environ 1 heure plus tard. « Sûrement, les auditions peuvent être reprogrammées pendant qu'ils ont une chance de démêler tout ça. » D'autres commentaires et discussions ont continué parmi les divers commentateurs et porte-parole officiels, alors qu'ils débattaient de l'idiotie de continuer avant de savoir si le tireur avait agi seul. Au moins une fois auparavant dans la mémoire publique actuelle, l'hypothèse avait été faite qu'un tireur isolé avait tué un président, et les spéculations à ce sujet continuaient jusqu'à présent.
Oswald avait-il agi seul? Une écrasante majorité d'Américains pensaient que non. Nous ne le saurions peut-être jamais. Et personne n'était pressé de répéter l'erreur, de se précipiter trop rapidement à une conclusion. Je n'ai rien dit à Margaret, mais j'espérais que les auditions ne seraient pas reprogrammées. Ces auditions avaient causé tant de perturbations dans le pays, et dans ma vie, que je voulais qu'elles soient terminées. Maintenant. Bien sûr, je voulais que l'affaire soit traitée en toute sécurité et de manière responsable, mais si les auditions étaient terminées, alors peut-être que tout le monde pourrait rentrer chez soi et se calmer. Pendant que nous attendions que quelque chose d'autre se produise, des pensées ont traversé ma tête à la vitesse de la lumière. Je pouvais voir la femme du général, Deborah Andrews, à l'arrière de la limousine avec lui. Elle serait terrifiée. Deborah était une âme douce, pas faite pour être en première ligne. Bien avant maintenant, le défi de vivre avec son mari l'avait conduite à l'alcoolisme et retour. Quand Deborah a choisi d'épouser l'homme qu'elle appelait Andy, elle ne pouvait pas savoir qu'elle serait soumise au feu des projecteurs médiatiques, bombardée de questions, même visée par des tirs. Que ferait-elle pour sauver son mariage, quand des forces hors de son contrôle semblaient déterminées à lui arracher le bonheur? J'ai pensé à mon propre mariage, et j'ai su que je ne serais pas mieux adaptée comme cible humaine que Deborah l'était. Même si nous ne communiquions pas très bien en ce moment, je savais que George ne me mettrait jamais dans une situation qui pourrait me blesser, physiquement ou autrement. George considérait comme l'une de ses missions dans la vie, de prendre soin de moi. Bien que sa protection soit parfois étouffante, il essayait de ne pas m'en accabler. George est parfait, me disent tous mes amis. Peut-être. George était banquier quand je l'ai épousé. Maintenant, il possède et exploite le meilleur restaurant 5 étoiles de Tampa, gère nos investissements et joue au jeu très dangereux de la politique nationale et locale. Tous nos amis aiment George à cause de ses manières courtoises et de sa personnalité extravertie, mais ils n'ont pas eu à essayer de vivre avec lui dernièrement. Considérant la même question que j'avais posée à propos de Deborah, je me suis demandé ce que je ferais pour sauver mon mariage si des forces hors de mon contrôle m'arrachaient George, et j'ai poussé la question derrière une porte dans mon esprit, et fermé la porte fermement, cachant la pensée de la vue. Au lieu de cela, je me suis concentré sur ce que Deborah Andrews devait ressentir en ce moment. Pensait-elle au privilège du mariage alors qu'elle était assise à l'arrière de cette limousine, attendant d'entendre si elle serait marchée à travers la pluie froide dans le Capitole pour s'asseoir près de son mari, alors qu'il affrontait ses accusateurs sous les chaudes lumières de la télévision? La Deborah Andrews que j'avais connue aurait pu convoiter le mariage, mais n'aurait jamais désiré le rôle qu'elle jouait maintenant. Tout le pays aimait un héros de guerre, mais il n'avait pas à essayer de vivre avec lui. Un bon mariage améliorait la vie d'une femme à tous égards. Mais un mauvais mariage était trop souvent mortel. Chapitre 2. Tampa, Floride. Jeudi 13h. 20 janvier 2000. La matinée s'écoula lentement, les événements se déroulant avec une lenteur excessive. J'avais coupé le son de la télévision, pendant que Margaret et moi attendions en reprenant notre travail, bien que je vérifie de temps à autre pour avoir des nouvelles de l'état de Craig Hamilton. À l'exception de quelques appels téléphoniques que j'ai délibérément ignorés venant du juge en chef, l'homme que nous appelons CJ, et qui est le cauchemar de mon existence professionnelle, mon bureau était étrangement calme. J'ai pu bien avancer dans la rédaction de mes ordonnances. La pile dans ma corbeille de sortie grossissait régulièrement. Margaret m'avait apporté un sandwich au thon sur pain blanc avec un thé glacé, ce qui m'a permis de travailler sans interruption pendant le déjeuner, faisant passer le temps. Vers 14h30, Margaret, qui écoutait la radio à son bureau, est entrée et a monté le volume de la télévision. Après plusieurs heures de négociations, les autorités locales ont accepté de permettre la reprise de l'audience de confirmation du Sénat, répétait l'analyste. Submergée d'ambivalence, je ne savais pas si je devais me réjouir ou pester. Cette décision me semblait téméraire. Le général pouvait encore être en danger. Pourquoi continuer maintenant? D'un autre côté, j'espérais la fin de ces audiences et je voulais qu'elles se terminent.
J'étais prête à prendre certains risques pour que cela arrive, et apparemment, le général Andrews l'était aussi. J'ai posé mon stylo, et accordé toute mon attention aux informations. Un terrible sentiment de déjà-vu m'envahit, en regardant la limousine du général Andrews arriver à nouveau. Si quelque chose tournait mal maintenant, si le tireur n'avait pas agi seul, je ne pouvais pas terminer cette pensée tout en sachant que ma tension était bien moindre que celle des nerfs à vif de ceux présents sur place. L'analyste continuait à chuchoter. Un général et Madame Andrews presque invisibles sont escortés rapidement dans un épais corridor, formé par des policiers en uniforme tenant des parapluies noirs ouverts contre le grésil cinglant. La colonne protectrice parallèle de policiers ressemblait à une chenille humaine qui se faufilait sur les marches du Capitole avant de se glisser à l'intérieur. Les caméras ont repris à l'intérieur du Sénat, nous montrant la commission judiciaire déjà assise selon leurs idéologies, démocrates à gauche, républicains à droite. La salle devait être chauffée à blanc par les projecteurs, et les humeurs échauffées. Je pouvais presque sentir l'électricité dans la grande salle. J'ai enlevé mon pull, et essayé de m'installer plus confortablement. L'interrogatoire d'un candidat à la Cour suprême se fait par ancienneté, en alternant entre les partis, expliquait l'analyste à ses téléspectateurs. C'est plutôt comme regarder un match de tennis au ralenti, a dit Margaret, répondant à la télévision alors que nous reprenions nos places dans les affreux fauteuils verts réservés aux clients. Mon regard était fermement rivé sur l'écran, le volume monté, mon attention intensément concentrée. J'ai essuyé mes mains moites contre la serviette restée du déjeuner. S'il est confirmé, Andrews fera la loi dans ce pays jusqu'à sa mort ou sa retraite, poursuivait l'analyste. Nous approchons maintenant de la fin du processus. La décision prise par cette commission, de recommander ou non un vote complet du Sénat sur la confirmation du général Andrews, pourrait changer le cours de notre histoire pour les 30 prochaines années. Le sandwich au thon que j'avais mangé plus tôt se rebellait maintenant dans mon estomac. Je voulais que le vote soit terminé, mais je craignais qu'une victoire pour Andrews ne soit une descente infernale dans les coulisses de la politique pour George, et la fin effective de mon mari décontracté. Son immersion dans ce chaudron de soupe politique l'avait changé au niveau moléculaire, semblait-il, et quand il en émergerait finalement, je craignais qu'il ne soit quelqu'un de totalement différent, quelqu'un que je ne connaissais pas, et avec qui je ne voudrais peut-être pas être mariée. Je n'avais rien dit de tout cela à Margaret, mais elle a dû remarquer quand mon attention s'égarait parce qu'elle m'a ramené au présent en disant « Warwick est sur le point d'ouvrir les audiences ». Le sénateur Sheldon Warwick était le puissant président de la commission judiciaire du Sénat, le sénateur principal de Floride et le patron de mon frère. Warwick était aussi l'un de nos voisins. Mais le plus significatif pour moi en ce moment, c'est qu'il était le némésis politique local de mon mari. La simple présence de Warwick sur le petit écran me mettait les nerfs à fleur de peau. Margaret a augmenté le volume du poste, et nous avons entendu le discours de Warwick. Je voudrais exprimer ma sympathie personnelle, et celle de la commission à la famille de Craig Hamilton et au général Andrews, qui a échappé de peu à la mort ce matin. La foule dans la galerie a bourdonné. Warwick n'a pas attendu le retour du calme, mais a élevé sa voix sonore. Avant que la décision ne soit prise de reprendre et de terminer l'audience aujourd'hui, nous avons été informés que Craig Hamilton portait un gilet pare-balles au moment où il a été touché. Heureusement, c'est une procédure standard pour les témoins controversés et leur personnel durant ces audiences. Le médecin de M. Hamilton a rapporté qu'il souffre de douleurs intenses. Il a subi 2 côtes fêlées et des contusions graves. Je suis heureux de vous dire qu'on s'attend à ce qu'il se rétablisse complètement. Margaret et moi avons dit simultanément cette fois, « Dieu merci ». La galerie aussi a bourdonné un peu plus fort avec cette nouvelle, et Warwick a dû attendre quelques minutes jusqu'à ce qu'il puisse les calmer à nouveau. Comme il le fait toujours avec moi, Warwick a semblé plus qu'un peu insincère quand il a demandé formellement pour le compte-rendu « Aimeriez-vous reporter l'interrogatoire d'aujourd'hui, général ?» Le pays comprendrait certainement. La question était posée simplement pour manipuler la perception du public, je le savais. Warwick,
un animal politique qui se présenterait bientôt pour sa réélection, voulait clairement être perçu comme déférent envers son parti, le candidat et le processus. Warwick était un démocrate. Le président, membre du parti de Warwick, avait nommé Andrews à la cour. Pour ces raisons, Warwick suivait méticuleusement le protocole et créait un compte-rendu écrit clair de tout ce qui se passait. Il ne montrerait pas non plus de manque de respect envers un héros de guerre. Warwick était un homme puissant, et il n'était pas arrivé où il en était aujourd'hui en étant stupide. Indépendamment de ses sentiments personnels, et George m'avait dit que Warwick n'approuvait pas Andrews, Warwick s'était comporté parfaitement pendant les audiences, et continuerait à le faire, aussi sûrement que la plupart d'entre nous se comportent bien quand nous sommes observés par nos supérieurs. Andrews se tenait droit comme un piquet, comme 6 pieds de granit froid et imposant, préparé pour une autre salve de son peloton d'exécution personnelle, prêt à esquiver les balles en ne bougeant que les lèvres. « Regarde-moi ce type », a dit Margaret en se référant à Andrews. « Il est tellement raide qu'on pourrait le sculpter sur le mont Rushmore. » Margaret avait raison. Andrews semblait complètement indifférent à ce qui s'était passé dehors ce matin. Son comportement était le même regard droit devant, imperturbable, que je l'avais vu afficher lors des bulletins d'information pendant son service de guerre, lorsqu'il s'adressait à la nation avec des rapports de situation. Un regard inscrit dans l'ADN de chaque militaire de haut rang, c'était une expression conçue pour apaiser les craintes et imposer la soumission. « Merci, sénateur », a dit Andrews avec colère et passion dans la voix. « Je ne permettrai jamais à un imbécile comme celui-là d'interférer avec le processus régulier du gouvernement. Nous devons continuer. » Son ton m'a fait tressaillir. Il y a une raison pour laquelle je n'ai jamais été dans le service militaire, moi-même. Je ne suis pas doué pour suivre les ordres, et je ne m'entends pas bien avec les gens qui pensent qu'ils peuvent me donner des ordres. Je me demandais encore pourquoi le président avait jamais nommé un iconoclaste aussi inexpérimenté et inflexible à la cour. Je pouvais penser à au moins une douzaine de candidats plus qualifiés, moins controversés, tous plus compatissants qu'Andrews. Mais personne ne m'avait demandé mon avis. Des témoins de haut rang et influents avaient donné des témoignages acerbes et amers contre le général Andrews au cours des 9 derniers jours. J'en avais vu une grande partie, soit au moment où cela se produisait, soit en résumé dans les informations du soir. Maintenant, le général Andrews allait témoigner, bien qu'il ne puisse pas y être contraint. Jusqu'à présent, cela me semblait être une énorme erreur de jugement. Warwick récita plus de faits, continuant à établir un dossier parfaitement clair. La fusillade de ce matin a été enquêtée, et le tireur est en garde à vue. L'homme a admis qu'il avait essayé de tuer le général Andrews, et il a affirmé agir seul, bien que ses motifs restent non divulgués. Warwick s'arrêta ici, et prit quelques secondes pour fixer le général avec un dégoût mal dissimulé. Le comportement de Warwick était-il le produit de mon imagination ? Quiconque entendant les mots froids qu'il continuait à dicter pour le compte-rendu, aurait certainement pu le manquer. Il poursuivit. Les autorités ne croient pas à ce stade que des co-conspirateurs existent. Toutes les parties ont souhaité conclure l'interrogatoire aujourd'hui, et ne pas retarder davantage la procédure. Encore une fois, il attendit quelques instants. Ou du moins, je le pensais. À la conclusion des audiences d'aujourd'hui, les autorités compétentes reprendront leur enquête sur l'attaque contre M. Hamilton. Warwick a interrogé chaque membre de la commission, et le général Andrews. Souhaitez-vous poursuivre ces audiences à l'heure actuelle ? Chacun a répondu par un oui formel. Margaret s'est tournée vers moi pendant le sondage. C'est assez inhabituel, non ? J'ai acquiescé. C'est probablement téméraire aussi. Et les médias vont se jeter sur cette histoire comme la misère sur le pauvre monde. Alors pourquoi font-ils ça ? Après toutes ces années comme employée fédérale, Margaret croyait encore inexplicablement que son gouvernement ferait des choses qui avaient du sens. Personne ne veut que cette situation traîne plus longtemps qu'elle ne l'a déjà fait, lui ai-je dit. C'était certainement ce que je ressentais. Si Warwick m'avait interrogé, j'aurais aussi voté oui. Donc, les audiences se termineront aujourd'hui, dit-elle.
J'ai acquiescé de nouveau, sans rien dire. La fin était en vue. Dès que la raison de l'implication de George dans ces misérables audiences serait terminée, ma vie pourrait revenir à la normale. J'ai laissé une petite lueur d'espoir vaciller dans mon... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.